Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont venus au festival, que vous êtes remis de vos émotions, franchement, je m'en souviendrai toute ma vie de ces jours passés avec vous. Aujourd'hui, nous allons interviewer Laurent Galtier qui a écrit dans le numéro 165 de juillet-août 2026. Alors, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, nous n'allons pas faire un Nexus refait le mag de plus de 2 heures avec tous les journalistes qui interviennent les uns après les autres, mais nous accordons un entretien en individuel à certains de nos journalistes ou certains intervenants qui ont été interviewés dans nos articles. La dernière fois, c'était avec Charles-Maxence Laillé qui nous a présenté ces 2 articles sur les archives de l'étrange et sur les mystérieuses disparitions autour des scientifiques qui font des recherches sur l'énergie libre. Aujourd'hui, nous allons parler des plasmoïdes. Alors, qu'est-ce que c'est les plasmoïdes? Je vous avoue que je ne sais pas grand-chose et nous allons découvrir tout cela avec Laurent Galtier. Bienvenue Laurent. Merci, merci pour l'invitation. Ah, bonjour Laurent. Alors tu étais au festival aussi. Alors qu'est-ce que tu en as pensé en quelques mots? Alors c'est dur en quelques mots, mais effectivement, beaucoup d'interventions, de très grande qualité, une ambiance, très sympa et Ouais. alors bon, pendant que tout le monde parlait de la chaleur, il faisait assez chaud, mais on était bien quand même et puis ça s'est très bien passé, le cadre était magnifique, non, avec le château, le bois tout autour, c'était très Mm. chouette, ouais. Alors Laurent, dans le 165, tu nous parles des plasmoïdes. Je t'avoue que je n'avais jamais entendu ce mot avant. J'avais déjà entendu le mot plasma, évidemment, mais même si on me demandait de définir le mot plasma, j'en serais incapable. Donc on compte sur toi. Alors qu'est-ce que le plasma déjà et comment ça mène aux plasmoïdes? D'accord, on va commencer par ça, il y a pas de problème. Alors quand on parle de plasma, on parle d'état de la matière et les états de la matière, il y en a 3 qu'on connaît bien, c'est-à-dire le solide, le liquide et le gaz. Si jamais, dans notre vie courante, on manipule les 3, hein, c'est-à-dire que, on met des glaçons, dans nos boissons, ça c'est l'état solide de l'eau. Elle peut être liquide quand on fait couler le robinet ou elle peut être sous forme de vapeur, typiquement dans une cocotte minute, c'est ce qui sort. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que les éléments, en fonction des conditions de pression et surtout de température, peuvent changer d'état. Et le plasma, c'est ce qu'on appelle le 4e état de la matière. Et là, c'est un état qui est un petit peu particulier. C'est un état où, en fait, l'énergie est suffisamment importante à l'intérieur du matériau pour arracher des électrons au noyau. Donc, c'est un mélange de 2 fluides. D'un côté, les ions, donc les atomes dont on a arraché les électrons, et tout autour, un nuage d'électrons qui lui est lié. Et ce 4e état de la matière, c'est en fait l'état qui est dominant dans l'univers. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas vraiment sur notre planète, mais le Soleil est intégralement constitué de plasma. Toutes les étoiles de l'univers, c'est du plasma aussi. Plus de 99% de l'univers, visible en tout cas, est sous forme de plasma. Mais ça, sur la Terre, on ne le voit pas beaucoup parce que il fait beaucoup plus froid que sur la Terre que dans le Soleil. Je pense que j'ai pas besoin de référence pour pouvoir démontrer ça. Et donc voilà, donc ça c'est le plasma. Ce qu'il faut voir, c'est qu'un plasma c'est très conducteur par rapport à l'électricité. Et en fait, ça c'est une propriété qui permet au plasma de se transporter avec leur propre champ magnétique. Et un plasmoïde, c'est un plasma particulier où la combinaison du plasma et du champ magnétique qui transporte lui permet d'avoir une structure et de persister un certain temps. Donc ça peut être un certain temps, ça peut être des fractions de secondes, mais ça peut être aussi dans certains cas plusieurs heures et peut-être encore plus longtemps. Donc Alors, est-ce que l'explication physique était claire? mais déjà, comment ils ont découvert l'existence du plasma et des plasmoïdes? Parce que comme il n'y en a pas beaucoup sur Terre, qui a découvert ça et quand? Alors la première découverte de plasma, je serais quand même bien en peine de le dire. En termes d'observation, c'est bien ancien, hein. C'est-à-dire que dès que vous voyez un éclair, c'est du plasma. C'est-à-dire que la quantité d'énergie dans l'éclair est suffisante pour transformer l'air qu'on respire, en un plasma. Et ce qu'on voit visuellement, c'est ce plasma-là, qui est causé par la circulation du courant électrique entre les nuages et le sol. Et on a d'autres manifestations. Si vous avez pris l'avion et que vous avez vu des feux de Saint-Elme sur les ailes, donc c'est des situations qui peuvent arriver quand il y a des orages, ça c'est du plasma. On a aussi des lampes qui fonctionnent avec des plasmas. En fait, il y a plein d'éléments de la vie quotidienne, enfin de la vie quotidienne ou peut-être un petit peu moins quotidienne, mais industrielle, qui en utilisent. D'accord. Et finalement,
quelle est l'utilité du plasma? En quoi ça nous est bénéfique? En tout cas, alors pour ce qui est de la, alors je parle bien de la partie, on va dire de l'aspect très science dure du plasma. Ça peut être typiquement, c'est ce qui est manipulé dans les réacteurs à fusion nucléaire. Si vous avez entendu parler d'ITER, donc c'est un tore de plasma dont l'objectif est de produire de l'énergie, tout comme dans le Soleil. C'est-à-dire que dans le Soleil, il y a des réactions nucléaires qui se produisent, qui produisent une très forte température. Et c'est dans cet immense réacteur à fusion, qu'est le Soleil, qui produit toute la lumière qu'on reçoit ensuite sur notre planète. Hmm. Ouais. Donc le plasma est vraiment, enfin, est capital pour la vie sur Terre, hein. C'est quelque chose, ne serait-ce que par le Soleil, par son existence. Hmm. Alors, dans l'article, on pose la question, et s'il existait une forme de vie discrète, subtile, une vie qui se cache dans le plasma, une hypothèse pour le moins hardie. Donc, une forme de vie, c'est-à-dire. En fait, là, alors déjà, la vie, c'est super dur à définir. Donc les chercheurs, donc il y a énormément de controverses et aujourd'hui, on n'est pas au point, hein. Il y a beaucoup de débats scientifiques autour de ce que c'est que la vie. C'est pas si simple en fait à définir. Et en général, on va citer un certain nombre de caractéristiques. C'est la capacité à persister dans le temps, à utiliser l'environnement pour grandir et se multiplier, la capacité à transmettre des caractères. Donc, en fait, on va plutôt définir la vie par un ensemble de comportements. Cette vie va respecter la plupart de ces caractéristiques. Donc aujourd'hui, c'est plutôt ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on va faire une liste d'étiquettes et qui vont permettre de dire c'est vivant ou non vivant. Et typiquement, les virus, comme les virus ne sont pas capables de se multiplier par eux-mêmes, ils doivent utiliser une cellule hôte. Pour beaucoup de chercheurs, vont considérer que ce n'est pas des entités vivantes, que ce seraient des purs mécanismes, des mécanismes à toute petite échelle. Mais c'est quelque chose qui est très débattu. Et après, par rapport au plasma, en fait, et aux plasmoïdes, il y a eu un certain nombre d'expériences scientifiques qui ont été faites pour générer des plasmas donc, persistants dans le temps, notamment en Roumanie, au début, entre les années 2000 et 2010, qui ont fait des expériences où ils ont généré des bulles, donc avec une membrane, tout comme une cellule, une membrane composée de plasma, qui serait analogue à la membrane des bactéries. Et en fait, ces cellules de plasma ont montré un comportement qui reprend pas mal de caractéristiques de la vie. C'est-à-dire qu'ils étaient capables, ces sphères de plasma, donc dans une enceinte, c'était une enceinte d'azote, où ils ont ils ont créé un arc électrique, donc comme un éclair, un tout petit éclair dans une enceinte, et ils se sont aperçus que ça permettait de générer des sphères de quelques millimètres, par exemple, même qui pouvaient atteindre des centimètres de diamètre, et qui étaient capables de prendre des éléments de leur environnement, de les faire passer, de les intégrer à leurs propres cellules. Donc on retrouve le métabolisme comme les cellules. Ces sphères de plasma étaient capables également de faire des divisions, c'est-à-dire de se multiplier, une mitose, comme les bactéries vivantes, organiques qu'on connaît. Elles étaient capables aussi donc de croître. Elles étaient même capables d'avoir en fait des émissions d'ondes électromagnétiques qui se faisaient en phase entre les différentes cellules. C'est-à-dire que même les chercheurs arrivaient à envisager qu'il puisse y avoir un moyen de communication entre les cellules par le biais de ces ondes électromagnétiques. Donc les chercheurs se sont posé la question, ça ressemble vachement à un truc vivant. Et donc ils se sont posé la question, est-ce que c'est vivant? Donc c'est des expériences qui se sont étalées sur une dizaine d'années. Et là où c'est assez intéressant, c'est que ça se rapproche beaucoup, par exemple, de beaucoup de témoignages qu'on a pu recevoir dans l'histoire sur la foudre en boule, typiquement. C'est-à-dire que la foudre en boule, c'est un phénomène qui aujourd'hui est, on va dire, accepté du point de vue scientifique. C'est quelque chose qui est connu dans la culture depuis bien longtemps. Je parlais de la couverture des 7 boules de cristal de Tintin, mais en tout cas, culturellement, il y a énormément d'exemples de ce type-là.
Et aujourd'hui, ça commence à être étudié. Donc, et quelque part, si notre environnement est capable de générer des structures persistantes de plasma, que par ailleurs, des expériences en laboratoire ont pu montrer que ces plasmas étaient capables d'avoir un comportement proche du vivant, et ben la question, donc là, on est dans de la spéculation, mais c'est induit, c'est une conséquence de toutes ces observations. Est-ce que les plasmas auraient pu avoir un effet sur la formation de la cellule dans l'histoire de la vie, voire ces plasmas pourraient-ils eux-mêmes être vivants? Mmh. Alors s'ils sont vivants, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'ils peuvent avoir une intention? Alors là, ce seraient des plasmas intelligents. Alors, si on regarde, là, on va commencer à sortir, on a déjà commencé à spéculer hors des clous de la science établie, donc on va plutôt être dans de la science, disons d'avant-garde, où on va un petit peu plus, se permettre de spéculer. Le Mmh. fait est que, en tout cas, alors dans l'histoire, on retrouve, énormément de traces, de sphères de lumière, qui auraient eu des comportements, pas seulement erratiques ou aléatoires, mais qui auraient pu être intelligents. C'est-à-dire dans le sens, une capacité à suivre, une capacité à interagir avec leur environnement. Alors, quand on en est là, est-ce que, c'est, de l'intelligence, animale? Est-ce que c'est de l'intelligence, humaine? C'est difficile à dire. Mais quoi qu'il en soit, si on revient à l'histoire récente où on a beaucoup plus de choses documentées, donc par des témoignages écrits, ou même par des traces vidéo ou des traces radar, on a, tout un corpus, de centaines d'observations, dont par des pilotes, par des militaires, de phénomènes lumineux sous forme de sphères, qui, ont interagi, par exemple, avec des personnes, avec des avions, et ça sur une durée, assez longue. Et c'est quelque chose qui est, étudié de longue date, hein, depuis des décennies, dans le cadre du domaine de l'ufologie. Mmh. L'ufologie, donc rappelons-le, c'est, la science qui s'occupe de l'étude des phénomènes aériens non expliqués. Donc les ovnis, les UFO ou les PAN, si on prend la dénomination, plus moderne, celle qui est utilisée par le CNES aujourd'hui, par le biais de son bureau, qui s'appelle le GEPAN. Alors, précisons que dans Nexus, hein, dans le Mac papier, on a toujours une rubrique ufologie, depuis plus de 20 ans. C'est, ça Ouais. c'est un dossier qu'on étudie depuis des années et pas de manière complètement, hein, folle dingue. C'est vraiment, on Non. a des articles très, très sourcés. Donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner ou à vous procurer, d'anciens magazines parce que là, vous allez découvrir des choses extraordinaires. L'ufologie, c'est, quand on commence à plonger dedans, on s'aperçoit que c'est des centaines de livres écrits par des gens extrêmement sérieux, Mmh. qui ont une approche du phénomène qui est scientifique. Après, il y a une part, de l'aspect scientifique qui est difficile parce que c'est pas reproductible. C'est-à-dire que la science dit: «Il faut faire des expériences, il faut pouvoir les reproduire, partout, que n'importe qui a envie de reproduire l'expérience et les moyens bien sûr, devrait pouvoir le faire». Sur l'ufologie, on a un phénomène qui est beaucoup plus difficile, qui est lié à l'observation. Et donc cet aspect-là est plus compliqué, mais la quantité d'intelligence qui a été mise dans ce sujet depuis, des décennies est faramineuse, hein, quand on se plonge dedans. Mmh. Mais sur ces phénomènes lumineux, on a tout un ensemble d'exemples, et les plus connus, c'est les fameux Foo Fighters, qui sont, une vague d'observations de phénomènes inexpliqués qui se sont produits pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que là, il y avait énormément d'avions qui étaient de sortie parce que, bah, il fallait, enfin, c'était la guerre, hein, donc dans le monde entier, il y avait des centaines, des milliers de pilotes qui se déplaçaient, et c'est le moment où on a commencé à faire, remonter, enfin, les témoignages se sont accumulés, d'objets, inconnus, d'origine inconnue, qui auraient interagi avec les avions de manière plus ou moins complexe, dont notamment un grand nombre de sphères lumineuses. Et l'idée, la question, c'est est-ce que ces sphères lumineuses au comportement complexe pourraient être, des plasmoïdes? Et en tout cas, ça colle pour, une partie importante des cas. Pas pour tous les cas, mais pour une partie importante des cas. Alors pardon, hein, si je vais paraître, bête, pour certains auditeurs parce que et si je te fais répéter les choses, mais parce que c'est tellement Pas de problème. atypique que moi j'ai besoin et peut-être qu'il y en a d'autres qui seront comme moi,
que tu me Oui, rappelles ce qu'est un plasmoïde. Tu l'as dit au début, mais ouais. pour vraiment faire le lien entre ces sphères lumineuses et est-ce que c'est des plasmoïdes, est-ce que tu peux nous réexpliquer? Donc le plasma, quatrième état de la matière. Il y a le solide, le liquide, le gaz et le plasma. C'est souvent dans des Mhm. environnements à haute énergie. Et les plasmoïdes, en fait, c'est des plasmas, mais qui sont persistants dans le temps, parce qu'ils ont à l'intérieur, ils transportent en eux un champ magnétique qui leur permet de s'organiser. Donc c'est souvent sous forme de sphère. Et des Mhm. plasmoïdes, ces plasmoïdes, on les trouve donc dans l'environnement terrestre. On les trouve aussi dans la haute atmosphère de la Terre. Donc dans l'ionosphère, la thermosphère et puis la magnétosphère. C'est des zones qui sont de plus en plus éloignées, de plus en plus chaudes en fait, mais l'air est très peu dense. Et dedans, on trouve ce type de plasmoïdes. Et ces plasmoïdes, on va aussi les trouver dans le Soleil, dans la magnétosphère de Jupiter. Le vent solaire, le Soleil est en permanence en train d'émettre du gaz à très haute température sous forme de plasma. Donc, quand on a ces images des immenses arches solaires, c'est des plasmas. Et dans ces plasmas, on a des structures auto-organisées qui sont des plasmoïdes. Et c'est vrai que dès qu'on commence à s'imaginer que ces Mhm. plasmoïdes pourraient avoir des comportements complexes, tout comme on l'a caractérisé en laboratoire, ou par des observations type foudre en boule ou des observations qui sont plus ufologiques, on imagine que ces mêmes observations pourraient être faites en fait partout dans l'univers, c'est-à-dire à la surface du Soleil, dans le vent solaire, sur Jupiter. Et si ce truc, qui est peu courant sur Terre, est vivant, c'est-à-dire qu'on a une vie qui peuple l'univers. Et c'est quelque chose qui est faramineux. Donc on part de petits signes subtils et dans notre environnement qui sont pas très courants, mais quand on tire le fil des possibles, on a un domaine de recherche qui est exaltant, qui est immense en fait. Alors, quand tu dis qu'il y en a dans notre environnement terrestre, mais peu hein, par rapport au cosmos, vraiment, on peut en trouver où, par exemple, à part dans la foudre, j'ai compris que c'est ça, la foudre peut en créer. Voilà, le phénomène de foudre en boule qui a été observé de très longue date et qui commence à être accepté par la science. Et la foudre en boule pourrait être générée par les éclairs, on va dire par les conditions d'orage, aussi par des conditions qui seraient liées au séisme. C'est un autre phénomène qui aujourd'hui commence à être suffisamment documenté pour être accepté. C'est-à-dire que on a souvent entendu parler de ces lumières qui sont générées, donc des lumières qui peuvent être sous forme de boules, des sphères lumineuses, ou des aurores carrément, des aurores dans le ciel qui seraient générées par les séismes. Et donc ça s'appelle les lumières de séisme. C'est un phénomène qui commence à être Mm. étudié. On trouve des tonnes de publis qui en parlent. Alors il y a beaucoup d'hypothèses. Donc c'est-à-dire que notre environnement au sol, il est capable d'en générer pas mal. Après, si on monte un petit peu dans l'espace, juste au-dessus de la Terre, par exemple là où il y a la station spatiale internationale, là où la navette spatiale circule, on commence à avoir pas mal d'éléments qui tendraient à prouver que on pourrait avoir comment dire, de nombreuses structures type plasmoïde qui évolueraient. Et ça a été observé par exemple autour d'une expérience particulière de la navette spatiale américaine. J'ai plus la date en tête exactement, ça devait être en 96 si je dis pas de bêtises, où ils ont étendu un long câble électrique, ils ont fait circuler un courant dedans, le câble s'est cassé, et après, et ça on trouve les vidéos des sites institutionnels, on les trouve sans problème, et on a vu des tonnes de particules de lumière qui ont évolué, en tout cas dans l'espace entre la navette spatiale et le câble qui a été rompu. Et là où l'explication officielle, c'est des particules de glace qui se seraient détachées de la navette spatiale. Le souci, c'est qu'il y a eu une publi, notamment, enfin, il y en a plusieurs éléments, plusieurs études, mais une publi qui est sortie récemment en 2025, qui a analysé les trajectoires de ces particules, et certaines font des demi-tours, font Mm. des virages assez serrés et des demi-tours. Donc c'est un petit peu ennuyant d'imaginer que c'est juste des petites particules de glace. Il y a une étude qui a été faite sur des plaques photographiques qui ont été prises avant dans des observatoires astronomiques, qui ont été prises avant les premiers satellites humains. Donc le premier satellite, c'est Sputnik, ça doit être en 67 si je dis pas de bêtises. 57, pardon. Et en fait, ils ont pris des photos, donc ces observatoires qui prenaient des photos du ciel de nuit,
donc des étoiles. Et ils trouvent en fait dans ces photos des centaines de milliers, alors c'est sur des centaines de milliers de photos, mais ils trouvent des centaines de milliers de lumières qui sont sur une photo et qui sont plus sur toutes les photos suivantes. Et ça, typiquement, aujourd'hui, on ferait cette photo-là, on dirait c'est un satellite. Et là, en fait, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est Béatrice Viella-Roel, qui est chercheuse à l'Université de Stockholm, qui mène cette étude depuis un bon moment, depuis 10 ans. Elle a sorti plusieurs publis récemment sur ce sujet-là, des publis qui ont été acceptés dans des grandes revues. Il y a tout un tas de publis qui sortent sur ce sujet-là. Alors c'est une controverse énorme, c'est un débat. Il y a des pour, il y a des contre. Ça se bat à coups de publis, d'arguments, mais c'est passionnant. Et ça, en fait, on ne sait pas ce que c'est. On sait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très lié aussi à deux choses. Ils ont pu corréler deux choses. C'est-à-dire que c'est lié aux essais nucléaires. C'est-à-dire que quand il y a des essais nucléaires, on trouve ces lumières dans le ciel temporaires, transitoires. Et aussi, si on prend les bases de données d'observation ufologique qui remontent aux années 50, ils trouvent aussi une corrélation entre ces lumières et ces bases de données ufologiques. J'y arrive. On commence petit à petit à amener des briques qui pourraient montrer un phénomène qui est pas hyper visible pour nous dans notre vie de tous les jours. Ça, c'est pas aussi évident que des oiseaux qui sont en train de migrer, qu'on voit dans le ciel et qui se posent sur les lignes électriques. Là, c'est quelque chose d'un petit peu plus fin. Qui est plus difficile à discerner, donc qui est beaucoup plus difficile à étudier scientifiquement. Mais il y a plein de briques qui montreraient qu'il se passe peut-être des choses hyper intéressantes, en tout cas dans la haute atmosphère, et un petit peu au niveau du sol, quand il y a des phénomènes un petit peu violents, naturels, comme les orages, les séismes, et pas naturels, comme les essais nucléaires des années 50 et 60. Alors, hormis le lien avec d'éventuelles longues vies extraterrestres, ça serait peut-être lié à des objets volants non identifiés. Qu'est-ce qu'il y aurait de révolutionnaire à se dire que ces plasmoïdes existent, qu'ils ont éventuellement donc une forme de conscience ou une forme de vie en quoi ça serait révolutionnaire? Qu'est-ce que ça permettrait de déduire ou de supposer? Je dirais qu'il y a deux aspects. On va dire deux aspects principaux. C'est que l'apparition de la vie sur Terre, ça reste aujourd'hui un mystère. On sait aujourd'hui recréer, on va dire, à partir des conditions primordiales de la Terre, on sait recréer des molécules organiques. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas créer des cellules. Et ça, on a encore une publi en 2026 qui est sortie, qui est liée à une conférence qui s'est produite. On ne sait pas faire des cellules. C'est-à-dire qu'on ne sait pas expliquer comment la cellule est apparue. On retrouve des molécules organiques, c'est vraiment les briques les plus basiques de la vie, dans des enceintes, en faisant une espèce de soupe des conditions de l'époque, en mettant des éclairs, ou alors on les retrouve même dans des comètes, dans des nuages interstellaires, toutes ces petites briques. Mais comment tout ça s'assemble pour faire des cellules? On ne sait pas. Et si les plasmas sont capables de faire assez facilement des cellules, en tout cas, on peut en tout cas relier les deux phénomènes, dans le sens où on ne peut pas affirmer que les plasmas ont créé les cellules, mais en tout cas, on peut au moins dire, peut-être que si la cellule peut se former par des plasmas, il peut y avoir un lien avec la formation, un lien explicatif avec la formation de la cellule. Donc ça, c'est Donc, prouvé. Ça, c'est c'est prouvé qu'une cellule peut être créée par un plasma. Ça, c'est scientifiquement non. prouvé? Alors, Non. non, ça, c'est pas scientifiquement prouvé. Par contre, qu'on ne sache pas créer des cellules organiques, en tout cas aujourd'hui, on ne sait pas faire. Qu'on soit capable de créer des cellules sous forme de plasma avec un comportement proche de la vie, et ben ça, c'est prouvé. Donc après, quand on réunit les deux éléments, on se dit, est-ce que l'un peut avoir influencé l'autre? Le deuxième point, et après, on va Attends, pouvoir attends, réunir tout ça. Ah oui, pardon, moi je t'en prie. avant d'arriver au deuxième point, je suis en train de me dire que si effectivement à un moment donné, on arrive à déterminer qu'avec le plasma, on peut créer des cellules organiques, mais est-ce que tu imagines si ça tombe entre de mauvaises mains? Certains qui se prennent pour Dieu, là, ils pourraient se dire, mais je peux tout créer à partir du plasma. J'ai l'impression qu'on en est à la préhistoire de ce qui nous attend là encore aujourd'hui. Ah, alors, de toute façon, comment dire, les recherches Frankenstein, on va dire, qui cherchent à créer la vie à partir des briques, elles existent déjà sous forme organique. Il y avait une conférence avec de mémoire 80 personnes qui s'est produite en Chine en début 2026.
où leur boulot, les gens, c'est des chercheurs, ils sont payés, ils ont des budgets pour ça, pour essayer de laisser des cellules artificielles. Donc ça existe déjà. Il n'y a même pas besoin de parler de plasma. Alors le truc, quand on lit leurs publications, ils disent que ils n'y arrivent pas. Et en fait, ça fait des décennies qu'ils essayent. L'expérience fondatrice où ils essaient de créer la vie à partir d'éclairs et d'une soupe de matière organique, de mémoire, ça va être 53, si je dis pas de bêtises. Donc, en gros, depuis 53, ça ferait, on va dire, entre un demi-siècle et un peu plus d'un demi-siècle, on essaie de créer la vie artificiellement et on n'y arrive pas. Donc, tu vois, tout ça, c'est déjà en cours. Donc, effectivement, si quelqu'un a des idées de mégalomane, en fait, s'il a ces idées-là et qu'il a les moyens, il est déjà en train d'essayer. Après, moi, je proposerais un angle qui est peut-être plus intéressant là-dessus. Enfin, plus intéressant. C'est pas plus intéressant, c'est qui ouvre des perspectives qui sont assez incroyables. C'est-à-dire que si on imagine qu'on a cette vie plasmoïde qui serait alors ce serait plus du tout une vie organique telle qu'on la connaît, ce serait un mode de vie qui est complètement différent. Si on imagine que ça existe un peu sur Terre, un peu plus dans la haute atmosphère, avec une circulation entre la haute atmosphère et la Terre de ces entités-là, si on imagine que ces entités, alors qu'elles soient intelligentes au niveau, qu'elles soient vivantes peut-être au niveau de bactéries, intelligentes au niveau animal ou intelligente à un autre niveau-là, ça c'est impossible à trancher aujourd'hui. Mais en tout cas, si on imagine que cette vie-là existe, qu'elle peut peupler les soleils, 99% de la masse visible de l'univers, si on imagine qu'elle peut circuler par le vent solaire entre les planètes, si on imagine qu'elle puisse peut-être circuler entre les étoiles, on a une vie qui est une vie complètement différente de la nôtre qui emplit l'univers. Et si cette vie-là, elle est capable quelque part d'interagir avec la matière organique et peut-être de créer des cellules, en fait, on a nos parents là. C'est gigantesque, quoi. Est-ce que ce serait pas ce qu'on appelle des fois la source? Tu sais, quand tu as des guérisseurs Ouais. qui se connectent à la source et qui envoient de l'énergie. C'est vrai qu'on peut tout imaginer parce qu'en effet, moi je suis incapable d'expliquer. Pourtant, j'interviewe des gens, mais après je mémorise pas. Mais on a des ions en nous, on a de l'électricité, etc. Donc peut-être que ceux qui arrivent à guérir, ils se connectent à cette énergie-là et puis qu'ils arrivent à nous l'envoyer. Je sais pas. C'est une hypothèse. En tout cas, en laboratoire, donc les expériences en Roumanie, elles ont montré que ces entités, donc cellulaires extrêmement simples, étaient capables d'émettre des champs magnétiques, des champs électromagnétiques, et même de s'accorder sur une fréquence d'émission de ces champs électromagnétiques. Donc, il y avait une espèce de communication déjà, et ça, c'est un fait observationnel de laboratoire. Après, quand on regarde sur l'environnement électromagnétique naturel, en fait, on a je crois, de mémoire, c'est 100 éclairs par seconde sur la Terre entière. Ces éclairs, ils produisent une énergie, donc sous forme de champs électromagnétiques, dont les champs extrêmement basse fréquence, donc ELF, c'est le sigle anglais. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est les fameuses résonances de Schumann. C'est-à-dire que c'est la partie des émissions électromagnétiques des éclairs qui est dans la fréquence de résonance entre la Terre et l'ionosphère. C'est-à-dire que l'ionosphère est conductrice, la Terre est conductrice d'électricité, donc on a une cavité entre les deux, donc on va dire entre 100 km d'altitude et le sol, et là-dedans, en fait, les ondes ont une fréquence de résonance où elles s'amplifient très fortement à une fréquence donnée, donc 7,83 Hz pour le mode principal. Donc les résonances de Schumann, déjà, c'est quelque chose qu'on effectivement dans notre fond culturel, on le relie peut-être au vivant. Et il y a des expériences depuis bien longtemps, je dirais peut-être depuis les années 70, depuis la découverte des résonances de Schumann, qui essaient de voir qu'est-ce qui se passe si on isole les gens de ces résonances de Schumann, en les faisant vivre dans des caves très profondes, des choses comme ça pendant des mois. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'organisme se dérègle. Effectivement, ça conduit à l'horloge biologique qui n'est pas tout à fait réglée. Et il y a pas mal de troubles, et notamment aussi des troubles psychologiques. Donc là, on a encore une petite brique, c'est-à-dire que le vivant
en tout cas le vivant, alors je ne saurais pas dire si c'est à partir de la cellule, je ne sais pas où mettre le seuil entre la cellule et l'homme, mais le vivant semble, en tout cas les résonances de Schumann, qui sont d'ailleurs 783 Hz, sont nées dans les ondes cérébrales, dans la fréquence des ondes cérébrales. C'est comme si on avait quelque part, en tout cas on peut faire l'hypothèse que ces résonances de Schumann alimentées par les éclairs seraient une espèce de métronome pour tous les êtres vivants, en tout cas peut-être qui ont un cerveau évolué. Et là, quand on creuse ça, c'est hyper intéressant, Ouh parce là là. qu'effectivement, les plasmoïdes, s'ils sont capables Ah ouais, non mais là, c'est des perspectives, c'est énorme. Alors, Laurent, parce qu'il ne faut pas trop en dire non plus, mais quand même, parce que comme on a digressé, c'est moi qui t'ai coupé au moment où tu étais en Non, il n'y a train pas de problème. de donner les 2 points, tu citais 2 points fondamentaux, 2 enjeux primordiaux selon toi, par rapport au plasmoïde. Tu avais parlé du premier, et le deuxième, c'était quoi alors? Bah, le deuxième, c'est comment dire, depuis très longtemps, on réfléchit, est-ce qu'il y a d'autres formes de vie que l'homme dans l'univers? Et ça, c'est une question qui date de l'origine de l'humanité. Je veux dire, Mm. c'est une question qui est profonde. Donc, il existe une forme de vie qui peuple, on va dire, le Soleil, peut-être notre autre atmosphère, des choses comme ça. Bah, en tout cas, si on est capable de la caractériser, voire éventuellement de communiquer avec elle si elle est intelligente, je pense que c'est quelque chose qui serait de nature à renverser effectivement notre vision du monde. Et quelque part, si on arrive à s'entendre avec eux, c'est-à-dire pas leur mettre des bombes atomiques sur la gueule ou des harpes ou des choses comme ça, peut-être qu'on pourrait avoir des discussions extrêmement intéressantes avec ces entités-là. Donc, effectivement, c'est de nature à être révolutionnaire. C'est non seulement l'interaction possible avec la vie, mais également avec des entités, peut-être une culture qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Oui, mais il y en a qui disent parler avec d'autres formes de vie, hein. Alors là, je te parle pas de population solaire, je crois que j'ai déjà entendu ça, des gens qui disaient pouvoir communiquer avec une forme de vie solaire. Mais là, par exemple, au dernier symposium Exovision à Limoges, on avait rencontré Nathalie Théo qui disait, elle, parler avec des populations infraterres, c'est-à-dire au centre de la Terre. Donc c'est vrai que ça peut paraître complètement dément. Alors comme elle le dit, je lui dis, mais est-ce que tu as des preuves? Elle me dit, maintenant, elle fait, je peux pas le prouver. Je peux pas le prouver, mais maintenant, elle fait, je m'en fiche. Elle sait que ça existe. Mm. Donc, bon, après, ça, voilà, c'est Mm. ce qu'elle dit. Mais moi, en tout cas, si je devais juste exprimer mon point de vue, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais pour moi, imaginez que si on avait montré un téléphone portable, ne serait-ce qu'il y a 300 ans, à un être humain, ou si on avait dit à un être humain qu'un téléphone portable existerait, qu'on pourrait communiquer à distance, mais aussi bien on aurait été brûlé. On aurait dit, Ben, mais cette personne est folle, ou oui, elle est folle. Mm. internée ou brûlée, ou j'en sais rien. Mm. Mm. Aujourd'hui, si on dit, bah, peut-être que dans 300 ans, on pourra communiquer avec des populations solaires ou infraterres, ben, la plupart des gens vont dire, mais cette personne est folle, il faut l'interner. Ils vont peut-être pas dire aujourd'hui, il faut la brûler. Mais En tout qui cas, sait? j'espère qu'on a passé le stade de brûler les gens qui disent des choses qui nous plaisent pas. Je croise les doigts. Après, comment dire, de toute façon, c'est ce type de témoignage. Alors, je suis aussi au MUFON, hein, où on reçoit beaucoup de témoignages de ce type-là. Au MUFON France, donc qui est une association sérieuse d'ufologie. C'est des témoignages qu'on reçoit beaucoup. En tout cas, l'approche non, je veux pas être pompeux, je veux pas, Qu'on peut avoir. pontifiant. L'approche qu'on peut avoir, c'est, de mon point de vue, c'est déjà d'écouter, de collecter le témoignage avec respect et bienveillance. La personne a le droit de s'exprimer. Après, on peut avoir un avis qui est différent, mais c'est pas grave. Ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à échanger ces informations et quelque part de les documenter, c'est-à-dire de reprendre le témoignage. Ensuite, on peut faire aussi une enquête. Alors, pour une communication avec des ultraterrestres, c'est quand même difficile de faire une enquête, mais, mais quoi qu'il en soit, sur ce sujet-là, tu sais, j'ai évoqué les lumières de séisme. Et il y a une théorie explicative scientifique sur ces lumières de séisme qui se baserait justement sur le fait que en fait, les conditions
Alors c'est un mot savant, la piézoélectricité, c'est-à-dire qu'en fait, si on met sous pression alternée des roches, par exemple, ou n'importe quel matériau, enfin pas n'importe quel matériau, mais certains matériaux spécifiques, ça peut produire de l'électricité. Et alors, dans les séismes, c'est des choses, c'est des pressions enfin voilà, le sol profond bouge. Et en fait, il y a une théorie explicative qui est basée sur des plasmas. C'est-à-dire qu'il y aurait des plasmas qui pourraient circuler au travers des roches, donc dans le sous-sol. Alors, je sais pas, ça peut être à 100 mètres, 10 kilomètres ou des choses comme ça. Donc, si ça se trouve, si ces plasmas eux-mêmes peuvent construire des structures organisées qui elles-mêmes pourraient avoir un comportement analogue au vivant, bah, tu vois, la conséquence, c'est Oula. peut-être qu'on a des, donc tu vois, c'est pas une terre Mm. creuse, c'est pas une théorie comme ça, mais c'est que quelque part, peut-être qu'effectivement, des structures organisées de plasma seraient capables de circuler entre des plasmas dans la haute atmosphère, peut-être par le biais de rayonnement électromagnétique. Là, je suis en pure spéculation, mais je dis pas, Oui. c'est pas des bêtises en fait, c'est pas idiot, c'est des choses qui doivent être étudiées. Je sais pas si c'est vrai ou c'est Mm. faux. Mais on peut, en tout cas, si les plasmas sont susceptibles de circuler dans le sous-sol, sont susceptibles de circuler dans la haute atmosphère, bah, c'est pas, et que le moyen de communication entre les deux, c'est des champs électromagnétiques, et on sait qu'on baigne dans des champs électromagnétiques naturels, Mm. bah, c'est pas, en tout cas, on peut pas exclure qu'il y ait des choses assez intéressantes à regarder de ce côté-là, oui. En fait, le fond du dossier, c'est clairement pas d'apporter des réponses, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt un champ d'exploration. On ramène un ensemble d'observations, dont beaucoup sont en laboratoire, ou un ensemble de faits suffisamment documentés et nombreux pour qu'on ne puisse pas le mettre de côté. En tout cas, on ouvre un domaine d'exploration qui est colossal. Parce que si cette vie existe et qu'elle peuple l'environnement interplanétaire, le Soleil, notre planète, en tout cas, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de manquer. C'est quelque chose qu'on doit étudier. Et en tout cas, j'espère que le dossier transmet cet élan, cette possibilité d'exploration, de trouver d'autres formes de vie qui ne sont pas du tout connues et avec lesquelles les échanges pourraient être fructueux. Voilà. Donc, je- Merci Laurent. Alors on rappelle le nom du dossier, les plasmoïdes. Avons-nous découvert un nouveau domaine de la vie? Je vous laisse découvrir ce dossier dans le magazine numéro 165 en kiosque actuellement, donc juillet août 2026. Si jamais vous regardez cette vidéo après cette période, vous pouvez également le commander en ligne, hein, à moins qu'il soit épuisé, parce que ça arrive que nos magazines soient épuisés. Vous aurez toujours la formule digitale si vous le souhaitez. Nous comptons sur vous. Merci Laurent, à bientôt. Merci pour ta vivacité d'esprit, pour ton esprit d'analyse. On se Merci. retrouve dans un prochain article, alors peut-être pas dans le prochain numéro, mais dans celui d'après. Bel été à toi. Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cet entretien avec Laurent Galtier, qui est passionnant. N'hésitez pas à vous abonner, à lire Nexus pendant juillet-août 2026. Et à très bientôt.